Alors, chapitre 5. Ton chapitre 5 a pour titre des points de repère pour agir avec Gramsci et Benjamin. Comment renouer avec une authentique puissance. Et dans ces chapitres-là, tu mets en exergue une citation donc, de Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco. Et voilà, je cite, ce qui est vieilli et périmé, ridé, c'est un certain théâtre révolutionnaire, un certain processus de prise de pouvoir auquel on associe en général les révolutions de 89, 48, 1917. Je crois à la révolution comme césure radicale dans le cours ordinaire de l'histoire. Pourrais-tu développer, élaborer plus sur pourquoi tu as choisi cette... Parce qu'il faut oser penser la rupture, aujourd'hui plus que jamais, puisque les problèmes sont d'ordre structurel, donc il faut penser à des changements d'ordre structurel. Et il faut oser penser sortir du capitalisme, c'est très clair. Maintenant, on a déjà essayé dans le passé de le faire. Hein. Les expériences des pays dits socialistes ont été une tentative d'aller dans ce sens-là. Et des tentatives, il faut le reconnaître, qui ont échoué. Donc toute l'idée, c'est comment reprendre cette idée de sortir du capitalisme, mais sans tomber dans les travers du passé. Donc comment repenser une action politique qui soit différente de celle que les générations passées ont tenté de mettre en place. C'est ça le grand défi. Comment quelque part tout recommencer, mais sans qu'on puisse tout recommencer, puisqu'il y a l'histoire qui est derrière nous, dont il faut tenir compte nécessairement. Alors c'est cette idée de la rupture démocratique, cette idée d'inscrire la perspective démocratique, mais d'une démocratie pensée sur le mode de la rupture, sur le mode de ce pouvoir de l'égal sur l'égal. Sur le mode de l'action, fondamentalement. Et sur le mode de l'action. Et de l'action qui est révolutionnaire. Tout à fait, d'une action collective, révolutionnaire, mais qui pense aussi en même temps que l'affirmation collective, l'affirmation des groupes sociaux, l'affirmation des classes, pense aussi l'affirmation individuelle. C'est ce défi, je pense, qu'on a aujourd'hui à penser. Et alors, une philosophie, aujourd'hui, à quoi elle peut servir? Elle peut servir justement à aider toutes ces forces collectives qui tentent de se réagglutiner, de se remettre ensemble, de redevenir une force capable, une force démocratique capable de se poser au pouvoir très minoritaire d'un petit groupe d'individus qui monopolisent les richesses matérielles collectives et qui nous entraînent dans ce mouvement déréglé de production pour la production, de production pour le profit, qui est aujourd'hui au cœur même là, du système capitaliste. Alors c'est pour ça que la lutte pour une véritable société démocratique, c'est cette lutte pour arracher le pouvoir à ceux qui le monopolisent aujourd'hui et nous font croire qu'ils le gèrent au nom de tous. Le problème, c'est que le pouvoir aujourd'hui tel qu'il est utilisé, et comment il est utilisé? Il est utilisé au service d'une petite minorité pour conserver et maintenir les biens, les possessions au service d'une petite minorité, les biens matériels au service d'une petite minorité. Et donc notre objectif, je pense de fond, c'est d'arriver à ce que le pouvoir redevienne le pouvoir de tous et toutes. Et donc ainsi... En faisant cela, en développant cette thèse, et tu redonnes ces lettres de noblesse autant à la pensée, puisque nous n'assistons pas à une défaite de la pensée, au contraire, il faut penser le monde pour agir. Et l'action est importante dans le contexte actuel. Cette action humaine qui a été dévalorisée depuis surtout les défaites des mouvements collectifs qui ont abouti à des régimes bureaucratiques et qui ont permis en même temps que la conception néolibérale du monde s'installe, individualiste, et qu'aujourd'hui, elle est en échec. Elle est en faillite, cette conception-là. Donc, il y a une philosophie de l'action, mais disons-le clairement, pour la gauche. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que, quelque part,
quand je parlais de cette idée que l'être humain doit se penser à travers une action collective, au fond, dans les derniers siècles, les 2 derniers siècles, quelles sont les forces sociales qui ont porté cette idée d'un changement collectif? Ce sont les forces de gauche, hein, quels que soient les courants qui les traversaient ou les formes qu'elles pouvaient prendre. Donc, effectivement, aujourd'hui, fondamentalement... Cette gauche-là, il faut la reconstruire. C'est ça. Sur des bases nouvelles. La reconstruire sur des bases nouvelles, et puis il faut que cette gauche-là arrive à se reconstruire un discours. Et c'est en ce sens-là que la philosophie peut apporter sa pierre à cet édifice-là. Hein, le philosophe ne peut pas se mettre, surtout pas à la place de ces mouvements sociaux, de ces mouvements collectifs qui vont peu à peu tenter de faire face aux défis d'aujourd'hui, mais il peut participer, en étant à leur côté, peut participer à cette reconstruction d'une vision du monde qui va nous redonner le courage, l'audace, hein, de penser le monde pour le transformer, et pour le transformer dans le sens d'une affirmation d'une puissance qui serait enlacée enfin à la vie et qui sortirait des logiques mortifères, hein, que produit aujourd'hui le capitalisme historique. Et cette philosophie, cette pensée philosophique que tu proposes, que tu développes elle-même, est une philosophie, une pensée ouverte. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une pensée fermée, ce n'est pas dogmatique, par opposition à la religion ou au discours religieux. Donc c'est une pensée philosophique qui se débat dans des contextes démocratiques, des opprimés. Donc il y a un lien étroit entre philosophie, démocratie et action, pour les temps présents. Puis là encore, on peut revenir pour montrer comment la tradition est importante, si on est capable de la réactualiser. La philosophie, en termes étymologiques, c'est quoi? Sinon l'amour de la sagesse. Mais l'amour de la sagesse, ça veut dire quoi? Qu'on ne la possède pas, cette sagesse, qu'on la désire, qu'on la cherche. Et donc, qu'on est toujours taraudé par le doute, qu'on n'est jamais tout à fait sûr de la posséder définitivement, et même qu'au contraire, c'est chaque fois qu'on fait place au doute qu'on est capable d'avancer un petit peu plus vers un peu moins d'erreurs, hein, d'éviter. On dit souvent de la science que c'est une série d'erreurs rectifiées. Ben, la philosophie aussi, je pense qu'il faut la concevoir de cette manière-là, qu'elle ne peut avancer, qu'elle ne peut déployer son discours et déployer une espèce de regard plus large sur le monde que si elle est capable de toujours se questionner et de remettre en cause un peu tous les préjugés. Revitaliser cette raison qui est les critiques. Tout à fait. Et empêcher qu'elle devienne ce qu'elle est devenue dans le contexte de l'Occident, une raison instrumentale. Tout à fait. Sclérosée, instrumentalisée, et qui perd donc toute sa force critique. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu considérable. Cette raison critique, elle ne peut se développer que si elle est capable sans arrêt de questionner, hein, tous les présupposés à partir desquels, notamment, la tradition occidentale s'est construite. D'où l'importance de faire appel à la démarche de Benjamin qui essaye de remettre, si je puis dire, dans la balance, dans la discussion, tout ce qui a été écrasé, tout ce qui a été défait, tout ce qui a été oublié, hein, par la marche triomphante de l'Occident. Et le rôle aujourd'hui d'une philosophie qui se veut vivante, c'est de rappeler tout cela et d'ouvrir, hein, le champ, hein, d'ouvrir une espèce de chantier théorique dans lequel on puisse, ou à travers lequel on puisse reconstruire une pensée qui nous donne le goût d'agir et le goût de nous émanciper et le goût d'aller de l'avant. Merci Pierre pour cet échange, cette conversation. Et voilà donc le livre que Pierre a écrit aux maisons, aux éditions Éco-Société pour une philosophie de l'action et de l'émancipation. Merci.